Le jour où j'ai trouvé la lettre de ma mère à ma conseillère d'orientation, quelque chose en moi s'est brisé d'une manière que je ne pouvais pas encore nommer. C'était un mardi après-midi et je cherchais mon certificat de naissance dans le bureau à domicile pour une candidature universitaire. Au lieu de ça, j'ai trouvé une enveloppe cachée sous une pile de vieux documents avec l'en-tête de mon lycée. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. L'écriture de ma mère était nette, presque élégante. Elle expliquait à Madame Rousseau que je n'étais pas du genre académique, que je manquais d'ambition et de concentration, et qu'elle préférait que l'école ne me pousse pas vers l'université, parce que ça ne ferait que créer des attentes irréalistes. Elle demandait qu'on me dirige vers des options plus pratiques et accessibles. La lettre était datée de septembre, 2 mois plus tôt. J'ai relu chaque mot 3 fois, essayant de comprendre. Ma propre mère avait écrit à l'école pour leur dire de ne pas croire en moi. Pas par cruauté, mais par conviction sincère que j'étais incapable. Je suis restée assise par terre dans ce bureau pendant ce qui m'a semblé des heures, tenant cette lettre, sentant quelque chose de froid et dur se former dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à une décision. Je ne savais pas encore que ce morceau de papier changerait le cours entier de ma vie, d'une manière que personne dans cette maison ne pourrait imaginer. J'ai remis la lettre exactement où je l'avais trouvée, et je ne l'ai jamais mentionnée. Pas ce jour-là, pas le lendemain, jamais. Mais quelque chose en moi s'était transformé. Ce soir-là, au dîner, Emma, ma sœur cadette, parlait avec enthousiasme de son prochain examen de conduite. Ma mère souriait, encourageante. Mon père lui donnait des conseils. Ma tante Jessica, qui vivait avec nous depuis son divorce, racontait comment Emma lui rappelait elle-même au même âge. La bibliothèque municipale est devenue mon sanctuaire secret. Chaque jour après l'école, je disais à ma mère que j'allais me promener ou que je voyais des amis. Au lieu de ça, je prenais le bus jusqu'à la bibliothèque du centre-ville, celle que personne de ma famille ne fréquentait jamais parce qu'elle était trop loin et dans un quartier pas terrible. Je m'installais dans un coin isolé du 3e étage, entouré de livres de préparation au SAT, de guides universitaires et de mon ordinateur portable. J'étudiais avec une intensité que je ne savais pas posséder. Mathématiques, sciences, littérature, histoire, tout. Je faisais des tests pratiques jusqu'à ce que mes yeux brûlent. J'apprenais du vocabulaire en marchant, en mangeant, avant de dormir. Il y avait une bibliothécaire, Madame Chen, qui avait commencé à me remarquer. Un jour, elle s'est approchée et m'a demandé doucement pourquoi je travaillais si dur, pourquoi je me cachais dans ce coin. Je n'ai pas su quoi répondre. Finalement, j'ai murmuré « parce que personne ne pense que je peux le faire ». Elle a posé sa main sur mon épaule et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Alors, prouve-le à toi-même d'abord. Les autres suivront ou non, mais ça n'aura plus d'importance. » Elle m'a aidé à trouver des ressources gratuites, des essais gagnants d'anciens étudiants, des contacts avec des menteurs universitaires. Je n'ai jamais dit à ma famille que Madame Chen existait. Elle était ma seule alliée dans un monde qui avait déjà décidé qui j'étais. Ce que personne ne voyait, c'était que chaque heure que je passais là-bas me transformait. J'étais en train de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient pas. Le matin du SAT, je me suis réveillée à 5 heures. La maison était silencieuse. J'avais dit à ma mère que j'allais aider Jessica à faire des courses tôt le matin. Elle n'avait pas posé de questions. J'ai pris le bus vers le centre de test, mes mains tremblant tellement que j'ai renversé mon café sur mon jean. Je me suis assise dans cette salle froide et impersonnelle, entourée d'étudiants qui avaient l'air confiants, préparés, soutenus. Je me suis demandé ce que je faisais là. Puis j'ai pensé à cette lettre, l'écriture soignée de ma mère expliquant à des étrangers que je n'étais pas assez bien. Et quelque chose de dur et de déterminé a pris le dessus. J'ai passé ce test comme si ma vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Emma a passé son SAT en décembre, 2 mois après moi. Quand elle a eu 1180, toute la maison a célébré comme si elle avait gagné un prix Nobel. Ma mère a commandé son gâteau préféré, mon père a pris congé du travail, Jessica a apporté des ballons. Ils ont organisé un dîner avec toute la famille élargie, oncles, tantes, cousins. Ma tante Sarah a porté un toast, disant qu'Emma était l'avenir de notre famille, la première à vraiment réussir. Ma mère a pleuré de fierté. Mon père a dit qu'il avait toujours su qu'Emma était spéciale. Moi, j'étais assise au bout de la table, applaudissant poliment, souriant quand il le fallait. Personne ne m'a demandé si j'avais passé le test. Personne n'a demandé comment ça s'était passé pour moi. J'étais invisible, comme toujours. À un moment, Jessica s'est tournée vers moi et a dit
avec une sincérité qui faisait mal, « Tu dois être tellement fière de ta sœur. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un de si talentueux dans la famille. » J'ai hoché la tête et j'ai dit que oui, j'étais fière. Et c'était vrai, d'une certaine manière. Mais en même temps, je pensais à mon propre score, caché dans mon téléphone comme un diamant enterré. 1490 contre 1180. Plus de 400 points de différence. Et personne ne le savait. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai ouvert un document et j'ai commencé à écrire ma liste d'universités cibles. Stanford, MIT, Yale, Princeton, Caltech, Harvard. Les noms que ma famille considérait comme des contes de fées, des endroits pour d'autres types de gens. Je les ai tous écrits, méthodiquement, comme une liste de courses. Puis j'ai commencé mes candidatures. Ce qu'ils célébraient en bas, je l'avais déjà dépassé en silence. Mais je ne ressentais aucune supériorité, juste une solitude écrasante. Les essais d'admission ont été la partie la plus difficile, pas parce que je ne savais pas quoi écrire, mais parce que j'avais trop à dire et aucune idée de comment le formuler sans sonner amer ou brisé. Madame Chen m'a aidée. On se rencontrait 2 fois par janvier et février ont été les mois les plus longs de ma vie. Chaque jour, je vérifiais mon téléphone compulsivement, attendant des emails qui ne venaient pas. À la maison, les conversations tournaient autour des candidatures d'Emma aux collèges communautaires locaux et à quelques universités d'État. Ma mère l'aidait à remplir les formulaires. Mon père parlait de finances. Jessica donnait des conseils. Personne ne m'a demandé une seule fois si j'avais postulé quelque part. L'hypothèse était tellement ancrée que je ne ferais rien après le lycée que la question ne se posait même pas. Un soir, pendant le dîner, Sarah a demandé quel était mon plan après la remise des diplômes. J'ai haussé les épaules. Ma mère a répondu pour moi « On pense qu'elle va peut-être travailler un peu, voir ce qui se présente. Pas besoin de se précipiter. » Jessica a ajouté que c'était sage, que tout le monde n'avait pas besoin de suivre le même chemin. Mon père a dit qu'il me soutiendrait quelle que soit ma décision, mais son ton suggérait qu'il ne s'attendait à aucune décision impressionnante. Emma m'a demandé si j'étais excitée pour ma prochaine aventure, ce qui sonnait comme quelque chose qu'un adulte dirait à un enfant qui ne comprend pas encore le monde. J'ai souri et j'ai dit que j'étais curieuse de voir ce qui allait se passer. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai ouvert mon email. Rien. Juste du spam et des newsletters. J'ai senti cette vieille peur revenir, celle qui murmurait que peut-être ils avaient raison, que peut-être je n'étais pas assez bien, que j'avais été stupide de rêver si grand. Puis, je me suis rappelé mon score au SAT, mes notes, mon essai. Je n'étais pas stupide, j'étais invisible, mais pas incapable. Cette nuance faisait toute la différence. Je devais juste continuer à y croire, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le croie aussi. La première réponse est arrivée un jeudi de mars. J'étais en cours de chimie quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré jusqu'à la pause, puis je me suis précipitée dans les toilettes. Les acceptations ont continué à arriver. Stanford, 5 jours après MIT, Yale, 1 semaine plus tard, Princeton, Caltech, et finalement Harvard. 6 des universités les plus prestigieuses du monde. 6, oui. Les packages d'aide financière combinés représentaient plus de 600 000 $ sur 4 ans. J'ai créé un dossier secret dans mon email et j'y ai mis toutes les lettres. Parfois, tard le soir, je les rouvrais juste pour me prouver que c'était réel, que je n'avais pas tout imaginé. À l'école, Madame Rousseau m'a convoquée une fois en avril. Elle avait des brochures pour un programme de formation en cosmétologie et un autre en assistance médicale. Elle m'a dit, avec cette gentillesse bien intentionnée qui me donnait envie de disparaître, que ces options étaient excellentes pour quelqu'un comme moi, que je pourrais avoir une belle carrière stable. Je l'ai remerciée, j'ai pris les brochures et je suis sortie de son bureau. Dans mon sac, sous ces brochures, il y avait des lettres de bienvenue de Harvard et Stanford. L'ironie était si absurde qu'elle en devenait presque drôle. Presque. La vérité, c'est que ça faisait mal. Ça faisait mal que tout le monde, littéralement tout le monde, ait décidé de mes limites sans jamais me connaître vraiment. Mais cette douleur m'alimentait maintenant. Elle me rendait plus forte, plus déterminée. J'avais passé 17 ans à être invisible. J'étais sur le point de disparaître complètement de leur réalité, mais de la manière la plus spectaculaire possible.
Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que j'avais déjà choisi où j'irais, et cette décision allait révéler exactement qui j'avais été tout ce temps. La remise de diplôme d'Emma à son lycée était prévue avant la mienne. C'était un événement énorme dans ma famille. Ma mère a pris 1 semaine de congé pour organiser la fête. Mon père a loué une salle. Jessica a créé un diaporama de photos d'Emma depuis l'enfance. Il y avait un gâteau de 3 étages, des dizaines d'invités. Emma portait une robe blanche, élégante. Tout le monde la félicitait, parlait de son brillant avenir. Ma tante Sarah a fait un discours émotionnel sur le fait qu'Emma était la première de notre... Ma propre remise des diplômes était 2 semaines plus tard. C'était une affaire plus petite, plus intime. Juste mes parents, Emma, Jessica et Sarah. Pas de salle louée, pas de gâteau de 3 étages. On est allé dans un restaurant italien modeste. Pendant le repas, Sarah m'a demandé mes plans pour l'été. J'ai dit que j'avais quelques projets. Mon père a demandé si j'avais trouvé du travail. J'ai dit que je réfléchissais encore. Ma mère a mentionné que sa collègue cherchait quelqu'un pour faire du classement dans son bureau, que ce serait parfait pour moi. Emma a dit qu'elle connaissait un café qui embauchait. Jessica a suggéré que je prenne mon temps, que je n'avais pas besoin de me précipiter, que j'étais encore jeune. Chaque suggestion était bien intentionnée, chacune me rendait plus petite, plus invisible. Puis Sarah, en coupant son poulet parmigiana, a dit quelque chose qui a fait exploser mon dernier vestige de patience. Elle a dit « Tu sais, j'ai parlé à Madame Rousseau l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle t'avait proposé des options vraiment formidables, mais que tu ne semblais pas intéressée. Elle s'inquiète que tu n'aies aucune direction. » Ma mère a soupiré et a dit que c'était vrai, qu'elle s'inquiétait aussi, que je devais me ressaisir et devenir sérieuse avec la vie. Mon père a ajouté qu'à mon âge, il travaillait déjà à plein temps, qu'il était temps de grandir. Emma m'a regardée avec cette expression de pitié exaspérée, comme si j'étais un projet raté. Quelque chose en moi s'est cassé, net. Pas de rage dramatique, juste une clarté froide et calme. J'ai posé ma fourchette, j'ai pris mon sac et j'en ai sorti 6 enveloppes. Je les ai étalées sur la table devant eux, à côté des assiettes et des verres de vin. MIT, Stanford, Yale, Princeton, Caltech, Harvard. L'impact initial était un silence, puis un silence plus profond, puis de la confusion. Ma mère a pris l'enveloppe MIT en premier, ses mains tremblaient en l'ouvrant. Elle a lu la lettre, ses yeux s'élargissant, puis elle a regardé les autres enveloppes, incapable. Les 11 semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Ma famille a essayé de compenser des années d'indifférence en quelques jours. Ma mère voulait organiser une fête, mon père voulait m'emmener visiter Stanford, Emma envoyait des messages constants, s'excusant, essayant de reconstruire quelque chose. Jessica pleurait chaque fois qu'elle me voyait. Sarah appelait tous les jours, disant qu'elle avait toujours cru en moi, ce qui était un mensonge si évident que je devais raccrocher. Mais le plus douloureux, c'était Madame Rousseau. Ma mère lui avait apparemment parlé, et elle m'a convoquée dans son bureau. Elle pleurait avant même que je m'assoie. Elle s'est excusée, disant qu'elle ne savait pas, qu'elle avait juste suivi les indications de ma mère, qu'elle était tellement désolée de m'avoir sous-estimée. J'ai dit que ce n'était pas grave, même si ça l'était. Elle m'a demandé comment j'avais réussi tout ça seule. Je lui ai parlé de Madame Chen, de la bibliothèque, des centaines d'heures passées en secret. Elle a pleuré plus fort. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a hantée. Combien d'étudiants comme toi ai-je manqué? Combien d'enfants ai-je guidé l'air moins parce que quelqu'un m'a dit qu'il n'était pas capable? Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que le système qui était censé aider les étudiants comme moi avait failli. Pas par méchanceté, mais par des hypothèses paresseuses et une communication défaillante. J'ai quitté son bureau ce jour-là en sachant que je n'y retournerais jamais. Ces 11 semaines, j'ai passé la plupart de mon temps seule, me préparant pour Stanford, emballant mes affaires, disant au revoir à Madame Chen qui est devenue la seule personne à qui j'ai vraiment fait confiance. Elle m'a serré fort le dernier jour et m'a dit « Tu ne leur dois rien, vis pour toi maintenant ». C'était le conseil le plus libérateur que j'ai jamais reçu. Quand le jour du départ est arrivé, ma famille était toute là pour me dire au revoir. Ils pleuraient, s'excusaient, promettaient de rester en contact. Je les ai serrés, j'ai dit que je les aimais, parce que c'était vrai, mais je savais que quelque chose entre nous était irréparablement cassé. Non pas parce que je ne pardonnais pas, mais parce que je ne pouvais pas oublier ce que c'était de grandir invisible, et je ne voulais plus jamais me sentir comme ça. Stanford a été ma renaissance. Je n'étais plus la fille invisible, j'étais juste moi, définie par mes idées, mon travail, ma passion. Les professeurs me connaissaient par mon nom, les étudiants débattaient avec moi. Aujourd'hui, je suis en 3e année de mon doctorat à Johns Hopkins, travaillant sur des thérapies géniques révolutionnaires pour des maladies rares.
Mon travail a été présenté dans des conférences internationales. Je gagne un salaire qui aurait semblé impossible il y a seulement quelques années. Je collabore avec des scientifiques que j'admirais autrefois de loin. J'ai construit une vie qui est entièrement mienne, remplie de gens qui me connaissent vraiment, qui me respectent, qui ne m'ont jamais vue comme invisible. Mais parfois, tard le soir, dans mon laboratoire, quand je suis seule avec mes expériences et mes pensées, je repense à cette lettre. L'écriture soignée de ma mère expliquant que je n'étais pas du genre académique. Je repense à tous ces dîners où j'étais ignorée, à Sarah disant qu'il était bien d'accepter mes limites, à Madame Rousseau me donnant des brochures de cosmétologie pendant que j'avais Harvard dans mon sac. Et je me demande combien de filles comme moi existent encore, silencieuses et invisibles, gardant leurs rêves secrets parce que personne n'a pensé à demander. Combien d'enfants brillants sont guidés vers moins parce que quelqu'un a décidé de leurs limites avant de les connaître vraiment. Cette pensée me hante, mais elle me motive aussi,